Très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2018, une année que je vous souhaite agréable à tous égards. C'est le premier numéro émergence de l'année. Merci de votre fidélité. La première invitée de l'année, c'est Madame Antoinette Dinga-Nzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Avec elle, nous allons parler, entre autres, des déplacés du pool dont elle a la charge, et ce, à la faveur de la signature, le 23 décembre dernier, d'un accord entre le gouvernement de la République et des représentants du pasteur Ntoumi. Madame la ministre, merci d'accepter notre invitation. Je signale que c'est la première fois que vous venez à l'émission Émergence. Comment avez-vous accueilli cet accord de Kinkala du 23 décembre, qui aura forcément un impact sur les déplacés du pool? Nous l'avons accueilli avec soulagement et le cœur rempli de joie. Soulagement pour la population, parce qu'il y a longtemps que la population attendait la cessation de cette insécurité dans la zone. Et soulagement pour mon personnel, parce que, croyez-moi, c'est la peur au ventre que nous allions sur le terrain, parce que même si nous sommes dans l'humanitaire, pour faire l'humanitaire, il faut que nous restions en vie. Absolument. Donc, savoir que mon équipe, mes collaborateurs sont sur le terrain, croyez-moi, il y a des moments où j'avais très peur. Et exactement le 17 octobre 2016, ils ont même essuyé des balles. C'est pour ça que je parle de soulagement, de joie. Bon. Pour la population et pour nous-mêmes. Nous aurons l'occasion d'en parler. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier Monsieur, Son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, qui, grâce à sa main tendue, a permis que cet accord soit possible. Alors, nous aurons l'occasion d'en parler en long et en large, mais voici tout d'abord le reportage intro de Miafuna Mbungu. À tout à l'heure. Les missions dévolues au ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité sont immenses. Elles partent de la prévention des risques de vulnérabilité à la protection et à la promotion des personnes et des groupes les plus vulnérables jusqu'à leur prise en charge. Ces groupes vulnérables sont constitués des enfants en situation difficile, des personnes vivant avec handicap, des personnes âgées, des familles économiquement faibles, des minorités autochtones et des sans mélanine, des sinistrés et déplacés internes comme c'est le cas dans les départements du Poul et de la Likwala, et enfin des réfugiés. Un large éventail d'attributions aussi passionnantes que délicates, avec tout ce que cela comporte comme exigence dans ce secteur différemment apprécié par le commun des mortels et souvent assorti de critiques tous azimuts. Une feuille de route abondante que Madame Antoinette Dinga-Nzondo, formée au développement des capacités managériales et de leadership, essaie autant que faire se peut de mettre en œuvre avec toute l'équipe qui l'entoure. Une politique nationale d'action sociale dont les grandes lignes sont contenues dans le PND, le Programme national de développement qui traduit la détermination du gouvernement de réduire la vulnérabilité des populations par le développement et la mise en place des programmes sociaux à large échelle. Cela dit, la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité qui se lève très tôt le matin souhaite chaque jour qui passe être à la hauteur de sa tâche, au point parfois de mettre sa propre vie à contribution lorsqu'elle est surtout sur le terrain des conflits armés. Après une trentaine d'années de management dans le secteur bancaire à la Banque africaine de développement notamment, où elle a gravi les différents échelons de la hiérarchie, elle est en effet une ancienne représentante de la BAD au Burkina Faso, ancienne présidente du comité des marchés, ancienne directrice du secrétariat du comité des opérations toujours à la BAD. C'est de ce poste qu'elle est partie pour faire son entrée au gouvernement en 2016. En réalité, tout ceci est peu dire de ce volumineux CV de cette dame de terrain née à Sibiti et titulaire d'un doctorat 3e cycle et sciences économiques, option économie du développement, et qui se dit être un pur produit de l'Université des sciences et techniques de Lille en France,
la même ville d'études de son intervieweur de ce soir. Madame la ministre, nous allons ouvrir cette émission par un petit éclaircissement. Quelle est la différence entre personnes déplacées et personnes réfugiées? Déplacés et réfugiés, la nuance est laquelle? Tous les deux sont des déplacés. Bien. Déplacés forcés. La différence, c'est que le réfugié, lui, il traverse les frontières d'un pays. Ah, il va d'un pays vers un autre. Voilà, le pays, son pays d'origine, il a la nationalité, il a sa résidence vers un autre pays parce qu'il fuit pour des raisons de persécution, donc il fuit. Maintenant, le déplacé interne, c'est dans son pays, qui aussi fuit quelque chose. Ça peut être une catastrophe naturelle provoquée par des hommes ou un conflit. C'est-à-dire, il change de département, de province, il change de ville. Exactement. Enfin, voilà. Mais c'est dans le pays. Et le réfugié, lui, il y a une convention qui régit la protection, comme on appelle ça Convention de Genève de juillet 1951, qui régit la protection des réfugiés. Maintenant, en ce qui concerne le déplacé interne, le gouvernement du pays a l'obligation d'assurer sa protection. Voilà. Alors, on parle et on a parlé abondamment des déplacés du pool, Madame la ministre. À ce jour, ils sont au nombre de combien et où se trouvent-ils? Bon, commençons par les populations affectées. Oui. Parmi les populations affectées, il y a les déplacés. Oui. Et ce qui est très bien dans le cas du Congo, c'est les populations qui les accueillent. Et là, j'aimerais tirer un chapeau à la population congolaise parce que ces déplacés, la majorité, se trouvent dans des familles d'accueil. Des familles d'accueil. Voilà. Et la dernière mission d'évaluation, elle a eu lieu en septembre. Ils étaient au nombre d'environ 108 000. 108 000. 108 000. Et la plupart se trouvent à Brazzaville, où nous avons plus de 40 000. Et dans le pool, dans les localités sécurisées du pool, dans la Bouenza, et maintenant c'est au-delà, c'est-à-dire même dans la Lekumu, dans le Nyari, dans le Kwilu. On en trouve à Pointe-Noire aussi. À Pointe-Noire aussi. Nous avons commencé l'enregistrement il y a un mois. Nous étions à 1400 déjà à Pointe-Noire. Mais ceux qui sont dans les familles d'accueil, ils sont, comment dirais-je, ils sont à la charge des familles qui les accueillent ou alors vous leur apportez assistance? Quand nous apportons assistance là où nous avons pu le faire. Hein. Bien sûr. Là où nous avons pu le faire, nous apportons assistance et aux déplacés et aux familles d'accueil. Voilà, c'est toujours, c'est la norme. Les calculs que nous faisons pour préparer les kits, les vivres, les non-vivres, on donne et aux déplacés et aux familles d'accueil. Mais on n'a pas encore atteint, par exemple, le Kwilu, on n'est pas encore parti là-bas. Donc nous avons été dans la Bouenza, dans le pool, et on a fait une fois ici à Brazzaville. Voilà. Alors l'un des effets de l'application de l'accord de Kinkala, ce sera le retour des déplacés vers leur domicile, leur localité d'origine. Comment envisagez-vous cette opération? Nous l'envisageons avec enthousiasme et appréhension. Oui. Pourquoi je dis avec enthousiasme? C'est parce que, enfin, nous allons commencer à mettre en œuvre les activités de relèvement, c'est-à-dire les aider à construire leur habitat, à réhabiliter leur capacité productive, parce que nous avons déjà préparé des programmes, nous avons réfléchi. Chaque fois que nous sommes allés faire une évaluation sur le terrain des besoins, il y avait toujours un volet relèvement. À l'époque, on l'appelait relèvement précoce, mais maintenant, ça va être vraiment le relèvement. Mais il faut qu'il y ait la sécurité pour qu'on passe au stade de relèvement.
Donc il est prévu la réhabilitation des maisons, la réhabilitation des plantations. Parce qu'il y a des maisons qui sont détruites. Détruites, oui, c'est ça. Il y a certainement, pour les populations qui ont quitté leur résidence et leur champ depuis longtemps, il n'y a plus rien. Il faut leur donner les moyens matériels. La plupart, c'est des agriculteurs. Hein. Il faut leur donner les matériels aratoires, il faut leur donner des semences. Nous l'avons d'ailleurs fait à Louvakou, où, à titre pilote, nous avons commencé avec une famille, enfin des réfugiés qui sont, c'est pas des réfugiés, des déplacés, oui, qui sont à Louvakou, dans 7 villages du district de Louvakou. On est allé lancer une opération, là, il n'y a pas longtemps, hein, c'était au mois de novembre, avec la représentante de la FAO. Nous leur avons donné le matériel aratoire et les semences. Parce que ceux-là, ils ont exprimé le désir de travailler, hein, de reprendre leur activité agricole, mais à Louvakou. Bon, maintenant, les déplacés, pour repartir chez eux, ils doivent attendre que leur maison soit réhabilitée, que les plantations soient réhabilitées, ou alors ils peuvent déjà partir maintenant là. Ah, mais vous savez qu'il y en a qui sont déjà repartis. Hein? Ah bon? Oui, oui, nous avons noté qu'à Missafou, par exemple, et à Kikembo, dans le district de Mindouli, il y a des populations qui sont déjà reparties. Et il y a des populations qui n'ont jamais quitté leur village. Malgré les conditions précaires de sécurité. Au péril de leur vie. Ils sont au nombre de 25 000. Ils sont restés sur place. Les personnes, voilà, sont restées sur place pour protéger leurs biens, protéger leurs champs. Et toujours, je crois, à Mindouli, hein, un village qui s'appelle Gondo. Voilà. Bon, on se souvient maintenant, la plupart, évidemment, a peur de repartir, attend que la sécurité revienne. Totalement. Pour que repartent. Mais ils veulent partir. Ils veulent partir. Ils veulent repartir. Et qui leur On se sent mieux chez soi. Alors, qui leur dira que la sécurité est totalement rétablie, vous pouvez partir? Qui va le leur dire? Nous allons prendre les dispositions pour qu'ils soient informés qu'il y a maintenant la sécurité et qu'ils peuvent repartir. Ceux qui veulent repartir. Ceux qui veulent, voilà. Alors, et là, avec l'année scolaire, parce que les enfants sont à l'école, donc ça sera, je crois, petit à petit. Hein, ceux qui n'ont pas d'obligation scolaire pour les enfants, bon, certainement. Mais alors, je me souviens ils seront informés. Ils seront informés. Mais il y en a qui n'attendent pas, hein, qui n'ont pas attendu. Hein. Ils sont en train de partir. Hein. Il y a ce qu'on appelle les retours spontanés. Hein. Ils sont en train de partir. Alors, le gouvernement avait lancé un appel humanitaire d'urgence en faveur des déplacés du Poul. Combien avez-vous mobilisé à ce jour et en provenance de qui? Pour la petite histoire, comment en sommes-nous arrivés à cet appel? Au mois de mars 2017, nous avons été alertés qu'à Kibossi, il y avait des cas de malnutrition sévère. Nous avons dépêché un hélicoptère qui est allé exfiltrer 22 enfants et les parents. On les a pris dans quelle localité? À Kibossi. À Kibossi. À Kibossi. On les a amenés ici, on les a soignés. Et au mois de mai, nous avons mené une mission conjointe, Nations Unies et nous, et le gouvernement, pour faire une évaluation, pour comprendre. Mais nous en avons profité pour faire l'état des lieux, pour évaluer tous les besoins, non seulement les besoins nutritionnels, mais les besoins dans les autres secteurs. Et la situation nutritionnelle était très préoccupante parce que le taux de malnutrition dépassait le seuil toléré par l'OMS de 15%. Nous étions à 17% par-ci, 20% dans la Bouenza. Il y avait des besoins dans d'autres secteurs comme l'eau, l'éducation, la santé, l'assainissement et toujours le relèvement précoce, la protection. Compte tenu du montant et des difficultés financières de l'heure, le gouvernement s'est vu obligé de lancer cet appel. Et nous avons eu une réponse positive de nos partenaires, notamment la Chine,
les États-Unis, la France, le système des Nations Unies d'abord. Le système des Nations Unies, oui. D'abord, l'Italie, l'Union européenne, qui, à travers le système des Nations Unies, ont répondu positivement. Donc, les agences du système des Nations Unies ont aussi été, sont les agences d'exécution de la réponse que nous avons reçue de ces bailleurs de fonds. L'argent n'est pas venu directement au ministère. Les fonds ont été transférés aux agences et ce sont les agences... Et vous l'estimez à combien à peu près? C'est plus de la moitié du montant. Donc à peu près combien? À peu près 8 milliards, 8 milliards de francs CFA. Francs CFA. Voilà. Alors, madame, changeons de département si vous voulez bien. Au début du mois de décembre, vous avez effectué un déplacement à Infondo. Vous êtes allé porter assistance aux populations qui étaient frappées par des inondations. Quelles solutions avez-vous apportées là-bas et où en êtes-vous avec ce dossier aujourd'hui? Quand il y a des inondations, quelles solutions on apporte? Après l'évaluation des besoins, c'est ce qu'on appelle des vivres et des non-vivres. Donc la nourriture, des moustiquaires imprégnés, des bâches, parce qu'il y en a qui ont perdu leurs abris, parce que c'est le sinistre le plus important que nous ayons eu. Ah bon? Ah oui, le nombre... À Infondo, le tout dernier. Là. Voilà, le nombre de sinistrés est évalué à environ 6 000. C'est 6 000 personnes sinistrées et plus de 250 maisons détruites, des plantations inondées, détruites, des latrines, donc il y avait des risques de maladies. Donc il a fallu non seulement apporter des vivres et des non-vivres, mais il a fallu, avec l'aide du système des Nations Unies, l'OMS nous a aidés avec 2 machines à fabriquer l'eau de Javel pour désinfecter l'environnement, les maisons, les latrines. Le HCR nous a aidés avec les abris, avec les bâches. Le PAM nous a aidés avec le riz. Parce qu'avant que nous ne mobilisions les ressources internes, j'avais déjà fait une requête à l'OMS, au HCR, à l'UNICEF, au PAM, oui, qui tout de suite ont mobilisé des vivres et des non-vivres. Le PAM et le HCR, ils ont des stocks à Bétou. Ils ont des entrepôts là-bas. Et de là-bas, ils ont fait venir 20 tonnes de riz, des bâches. Et d'ici, nous sommes partis avec ce que l'OMS nous avait mis à notre disposition, les machines pour fabriquer l'eau de Javel. Donc il a fallu former les gens sur place pour avoir l'eau de Javel, fabriquer l'eau de Javel. Mais en plus de ça, quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé que la ville a des collecteurs. La ville a des caniveaux, mais ils étaient tous bouchés. Voilà. Donc il a fallu aussi... curer les caniveaux. Non, acheter d'abord les équipements pour le curage, mobiliser les gens. Donc on a recruté des gens, une 60aine de personnes qu'on a recrutées pour nous aider à commencer le curage. Donc il est question que nous organisions une mission de suivi pour aller voir comment ça se passe. On était parti pour 3 jours. Mes collaborateurs sont restés 18 jours sur le terrain. Parce qu'il y avait le curage, il y avait, vous savez, les points d'eau, eau pour tous, il y en a là-bas aussi. On a pu réhabiliter 3. Ah, ils étaient en panne? Il y a longtemps qu'ils étaient en panne. Donc il fallait réhabiliter et pour qu'il y ait de l'eau potable disponible pour la population. Donc on a travaillé avec Asperbras à la réhabilitation de ces points d'eau. Voilà. Et il y a 2 qui nécessitent le génie civil, donc ils vont aussi travailler à les mettre en fonctionnement. Alors, lors de la dernière interpellation du gouvernement à l'Assemblée, un député s'est plaint de ce que vous êtes allé à Infondo, au lieu de commencer par Brazzaville, où il y avait aussi des inondations et des érosions. Qu'est-ce que vous répondez à ce député? La réponse humanitaire est basée sur les rapports que nous recevons. Infondo, nous avions reçu un rapport. Nous avons non seulement suivi à la télé, mais nos services déconcentrés ont travaillé avec les autorités locales et nous ont envoyé un rapport. Et sur la base de ce rapport, on a travaillé
On a fait nos calculs selon les normes humanitaires et on est parti. Mais en ce qui concerne Brazzaville, j'ai discuté avec les maires qui viennent me voir. La réponse que je leur, enfin ce que je leur dis, écoutez, faites un rapport. Sur la base de ce rapport, nous allons travailler. Les inondations, il y en a partout. Ce n'est pas seulement Brazzaville. Il y en a partout. Il y en a dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans la cuvette, les deux cuvettes. Et nous attendons les rapports. Et une fois qu'on aura les rapports, on va travailler et on va voir si on peut mobiliser l'argent. Tant mieux. Bon, maintenant, on dit que devant les catastrophes de tout genre, le gouvernement répond toujours en retard. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est vrai. Nous-mêmes, nous sommes préoccupés par cette situation. Mais M. Kakou, sachez que nous n'avons pas un fonds d'urgence. Nous n'avons pas quelque part un fonds qui attend qu'il y ait une catastrophe pour que tout de suite nous mobilisions les ressources. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a calculé, on a fait les estimations, nous devons attendre qu'il y ait l'argent, que l'argent soit disponible pour pouvoir apporter assistance. Tant que nous n'avons pas l'argent, on ne peut rien faire. Vous savez, pour le cas d'Ifondo, les pluies ont eu lieu le 1er, le 2 et le 3 novembre. Et notre intervention a commencé le 6 décembre. Vous voyez le temps qu'il a fallu attendre. Attendre quoi? Il a fallu attendre la mobilisation des ressources. Et vous pensez qu'il faut avoir de l'argent stocké quelque part, un fonds d'urgence, prêt à intervenir? Un fonds d'urgence. En argent et en nature aussi, comme font les PAM et autres. Il y a le fonds d'urgence, il y a les entrepôts que nous n'avons pas. Vous n'avez pas tout ça? Nous n'avons pas tout ça. Voilà, nous n'avons pas tout ça. Vous avez vu que, par exemple, la première mission pour les déplacés du Poul, je reviens encore aux déplacés du Poul, quand nous sommes allés à Kikala, on a dû partir avec des convois, au péril de notre vie. Oui, c'est ça. À partir de Brazzaville, on a